le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Qu'à Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas ses pairs. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Alors, je voulais vous présenter la maison des Ruelles, que vous connaissez tous, vous l'avez certainement remarqué en vous promenant. Elle se trouve entre le château et l'église. Elle a malheureusement souvent ses volets fermés. Donc c'est dans cette maison que les trois poilus, Édouard, Auguste et Maurice Ruel, sont nés et qu'ils ont grandi. Et les Ruel, la famille Ruel est installée dans cette maison depuis très longtemps, vers 1750. Vous la voyez avec les volets ouverts. Et pour le feu d'artifice, elle est souvent embrasée, ce qui est magnifique. Donc la mère d'Édouard, d'Auguste et Maurice, elle s'appelle Élodie. Elle a habité cette maison depuis son mariage et elle a laissé des lettres qu'elle avait soigneusement rangées dans son secrétaire. Et c'est en ouvrant un paquet de lettres que j'ai trouvé du courrier de guerre. Ça m'a beaucoup intéressée. Et pendant 4 ans, j'ai retranscrit ces lettres, je les ai assemblées et au fur et à mesure, toute la Première Guerre mondiale m'est apparue dans 1200 lettres que les 3 frères ont écrites à leur mère de 1914 à 1919 jusqu'à leur démobilisation. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des années 1914-1915, ce qui représente 450 lettres. Et ces lettres parlent aussi de joyeuses. Voilà le tiroir du secrétaire, avec une lettre de Maurice. Donc je remercie Michel, Antoine et Daniel qui vont prendre tour à tour la voix d'Édouard, Auguste et Maurice, et Chantal qui prendra la voix de leur sœur Madeleine, qui est donc pour ma branche familiale mon arrière-grand-mère, enfin l'arrière-grand-mère de mon mari. Donc je vais laisser Daniel lire cette lettre de Maurice qui a 100 ans jour pour jour, 11 novembre 1915. Ma bien chère maman, je viens de recevoir votre lettre datée du 8 novembre. Je n'ai pas grand-chose à vous raconter aujourd'hui, si ce n'est qu'une tempête de neige a empêché le ravitaillement d'arriver. Et il est bien possible que demain, nous ayons que du singe à manger. Nous allons donc partir d'ici au bon moment. Je suppose ne partir que samedi matin. J'ai passé ma journée au coin du feu et je vous assure qu'il en passe des arbres dans le poêle. Ils ne sont pas chers ici, les sapins, et ce sont les obus boches qui les font tomber. Comme vous pouvez le penser, nous sommes contents d'aller à Granges. Comme sous-officier, j'aurai droit à une chambre et à un lit, et notre cuisinier du mess pourra nous faire de la bonne cuisine sur un fourneau. Je vais bien, et j'ai tout ce qu'il me faut pour me garantir du froid. Ne vous inquiétez donc pas à mon sujet. De Granges, où je serai en sûreté, je ne vous écrirai plus que tous les 5 ou 6 jours. Je termine en vous embrassant bien affectueusement et de tout mon cœur, ainsi qu'Alphonse, Madeleine, Mimi, Vivette et Jeannot, votre fils dévoué, Maurice. Voilà. Alors, Maurice n'indique pas le lieu où il se trouve à cause de la censure. Il est à B, il met juste l'initiale. Il est à ce moment-là dans le massif des Vosges, au-dessus de Münster. Il vit comme un homme des bois, et dans la neige, le froid, le bombardement et l'absence de ravitaillement. Et en lisant les autres lettres de cette période, je suis parvenue à comprendre tout cela. Alors on va revenir à la maison Ruel en 1900, sur cette vieille carte postale, avec les volets fermés. Élodie vit dans cette maison donc depuis son mariage avec le notaire Louis Ruel en 1881. Elle a eu 5 enfants, donc les 3 frères, Édouard, Auguste et Maurice, que vous voyez sur la photo de gauche dans la cour de la maison, avec leurs 2 sœurs, Madeleine et Germaine.
Donc ils vont à l'école communale de Joyeuse et ils seront ensuite pensionnaires au lycée de Tournon, comme leur père l'avait été. Ils ont également des amis à Joyeuse et en particulier, sur la photo de droite, les enfants forestiers qui habitent ici à la Grand Fond, puisque nous sommes dans les bâtiments de la filature. La maison forestier est juste à côté. Malheureusement, leur père Louis va mourir prématurément en 1901 et il va laisser à sa famille une situation financière assez catastrophique. Cependant, Élodie va veiller à ce que ses fils poursuivent des études correctement. Alors, donc là, on voit Louis un peu endormi sur la photo. Et sa mère à côté, et derrière, sur votre gauche, son épouse. Donc, à la déclaration de la guerre, Édouard a 31 ans. Vous voyez à gauche sur la photo. Son frère Auguste, 29 ans, et Maurice, 24 ans. Alors, Édouard travaille dans une banque à Lyon, après avoir fait du droit. Il vient juste de se marier, en janvier. C'est l'année à Lyon de l'exposition internationale qu'Élodie et sa mère est allée voir. Auguste, lui, habite Saint-Étienne. Il est ingénieur des mines. Il est marié depuis 2 ans et il a un enfant, Loulou. Alors, à ce moment-là, en juillet, les mineurs font la grève. Et il écrit à sa mère « Nous vivons une époque où tout le monde est mécontent. Où cela nous mènera-t-il » Maurice, lui, je vous ai dit, donc il avait 24 ans, il n'a pas prolongé ses études comme ses frères. Il va faire son service militaire dans l'artillerie pendant 2 ans et il travaille à Paris dans une entreprise d'appareils électriques, là où son ami Pierre Forestier travaille également. Il s'occupe de comptabilité. Donc le dimanche, il se promène au jardin d'acclimatation, il va à l'opéra comique et en juillet, il vient de rencontrer Blanche, une jeune couturière. Et il annonce à sa mère, par courrier, son désir de se marier. Alors en 1914, Élodie a 59 ans. Elle fait des allers-retours entre Joyeuse et Saint-Chamond. Saint-Chamond se trouve à côté de Saint-Étienne, où habite sa première fille, Madeleine, qui, elle, a épousé un jeune notaire devenu, en 1910, industriel, dans une usine de tresse et lacets. Sa seconde fille, Germaine, n'est pas mariée et elle suit toujours sa mère. Élodie va quitter Saint-Chamond et arriver à Joyeuse en juillet avec les 2 enfants de Madeleine, Jean et Vivette. Alors, je me suis posé la question, Joyeuse, à la veille du conflit, comment la mobilisation a-t-elle été annoncée ? Samedi 1er août 1914, il est 5 heures du soir. Les cloches sonnent à toute volée, Élodie sort aussitôt de sa maison et monte en toute hâte avec ses voisins jusqu'au château. Fernand Dupuis, le maire, est là, devant les habitants, avec les gendarmes. Le garde champêtre bat du tambour et dans un silence général, il lit l'ordre de mobilisation qui concerne tous les hommes de Joyeuse, valides entre 20 et 48 ans. C'est l'émoi général en pleine moisson. Aussitôt, Madeleine, à Saint-Chamond, écrit à sa mère ce samedi 1er août. Ce qui nous préoccupe le plus, comme vous du reste et tout le monde, c'est la perspective de cette guerre. Ici, il y a une effervescence. Beaucoup parlent rappelés au régiment. Ce sont des lamentations qu'on entend partout. Avant-hier, jeudi soir, à 17h, les gendarmes couraient dans tous les sens, réveillaient les gens dont on réquisitionnait les autos. Toutes ces voitures sont parties aussitôt dans les communes environnantes pour réquisitionner les chevaux. Enfin, vous en savez aussi long que moi, c'est terrible d'y penser. Tout le monde retire son argent des banques ou d'ailleurs, on ne payera plus les coupons. À l'industriel, Alphonse a fait retirer beaucoup d'argent pour pouvoir faire face à tout et secourir les familles d'ouvriers dont le père part à la guerre et ne gagnera plus rien. Avec ces bruits de guerre, on ne fait pas de projet et on n'ose plus parler de rien. Les affaires sont suspendues, les commerçants n'ont pas de monnaie. Élodie a un frère, Joseph Paillon, qui habite à Paris.
Et il écrit aussi, aussitôt à sa sœur, « Depuis samedi soir, 5 heures, tu dois savoir que la France se trouve en guerre avec l'Allemagne. Hier, cette ignoble puissance a fait déclarer la guerre à notre pays, et par suite, tous les hommes valides jusqu'à 48 ans doivent être prêts à le défendre contre ces maudits germains. Nous avons confiance dans nos armées, et puis nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes comme en 1870. La Russie va nous donner un bon coup de main sur terre, et l'Angleterre, avec ses flottes, nous aidera beaucoup. L'Italie restant neutre, nous n'aurons rien à craindre du côté des Alpes et de la Méditerranée. Il nous sera donc permis de porter tous nos efforts sur la frontière allemande, mais combien de vies vont être fauchées? On tremble à la pensée de tous ces pauvres hommes jeunes et à la fleur de l'âge qui vont donner leur vie pour leur pays. Ma chère Élodie, nous pensons bien à toi dans ce moment terrible et nous faisons des vœux pour que tes fils reviennent sains et saufs de la campagne. Ton frère dévoué Joseph. Joseph avait participé à une autre époque, à la guerre de 1870. Il était mobilisé en Ardèche. Élodie a également un second frère, Auguste Paillon, qui vit dans son village natal, à Saint-Étienne-de-Lugdarès. Et il écrit à sa sœur le 3 août. « Ma chère Élodie, tu dois être consternée, ton cœur de mère doit être brisé en sachant que tes fils font partie de l'armée. Quel malheur, que de pertes, nous pouvons nous serrer le ventre, et pendant longtemps, à qui sera la victoire? Que ma mère, je suis débordée de travail, les télégrammes officiels me font lever 2 ou 3 fois par nuit. » À Joyeuse, la plupart des mobilisés rejoignent leur régiment à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. D'autres, comme le docteur Jos Julien, sont dirigés sur Privas. Édouard Ruel, bien qu'habitant Lyon, sera affecté à Pont-Saint-Esprit, et Auguste et Maurice, eux, à Saint-Étienne. La ligne de chemin de fer, la ligne de tramway, en juin 1914, est fermée à Joyeuse. Donc les soldats vont prendre le train en gare de Ruons et partiront de Joyeuse, sans doute, sur l'Impériale ou la voiture à cheval. On peut, si vous voulez, mettre la musique du chant de départ. La ministre de la Guerre ordonne aussi l'ordre de mobilisation des chevaux, puis viendra la réquisition du blé et des pommes de terre. Auguste Paillon, qui est maire de Saint-Étienne-de-Lugdarès, écrit une autre lettre à sa sœur le 29 août qui montre bien ce que la guerre veut dire dans les campagnes. Il s'inquiète beaucoup pour la survie des exploitations de son village. Il écrit « Quel malheur a fondu sur la France ! Ici, nous avons déjà 3 enfants du pays blessés et qui sont dans les hôpitaux. 2 n'ont pas donné de leurs nouvelles et les parents redoutent la mort. Rien ne va plus, aucune affaire, personne ne paye plus rien. Chez notre boulanger, je fais limiter le pain pour que chacun en ait un peu. Je viens de commander 12 balles de farine pour le compte de la commune et je les revendrai au prix coûtant aux particuliers qui en désireront. Après quoi, j'en commanderai encore. Quel métier que celui de maire en ce moment. Il est parti de ma commune 160 hommes, sans compter les jeunes sous les drapeaux. J'ai parcouru tous les villages pour prier les gens de venir en aide aux femmes dont les maris sont sous les drapeaux. Mon appel a été entendu. Quelquefois, il y avait 16, 20 personnes à la fois qui allaient lever la récolte de ces pauvres mères abandonnées. J'ai fait voter 1000 francs par mon conseil municipal pour donner des bons de pain. En un mot, la population a fait preuve d'un dévouement sans nombre.
et à l'arrivée des dépêches, ma maison est assaillie, tellement elle est avide de connaître les résultats de notre armée. Qu'il en manquera à l'appel, que de képis de reste. Ton frère dévoué, adieu et bon courage, Dieu sauvera la France. Alors, comment sont mobilisés les fils Ruel en ce début août 1914 ? Comme je vous l'ai dit, Édouard et Auguste sont mobilisés aussitôt, Maurice le sera fin septembre. Édouard part à Pont-Saint-Esprit, il est affecté au 255e de ligne. Il y a déjà 16 000 hommes mobilisés et les casernes ne peuvent pas loger tout le monde. Aussi, Édouard trouve une chambre chez l'habitant et il retrouve des mobilisés de Joyeuse. Louis Fabre, Charles Ladet, Chambon, Pierre Forestier, M. Charousset, Georges et Robert Bruno, François André, Marius Bell, qui sont cités dans les lettres. Donc, quant à Auguste, officier de réserve, il quitte immédiatement Saint-Étienne dès la déclaration de guerre. Il règle ses affaires, celles de sa mère, et lui écrit le 2 août « Priez pour moi et pour Édouard, ma maman chérie, que je ne puis voir avant de partir. Je ferai tout mon devoir jusqu'au bout. » Et c'est le moment du départ du 38e régiment d'infanterie. Sa sœur, Madeleine, est venue lui dire adieu à la gare. Et elle raconte son départ le 3 août. Hier matin, nous sommes donc montés à Saint-Étienne en auto, car il n'y avait ni train ni tramway. Nous avons trouvé Jeanne courageuse, avec pourtant beaucoup de chagrin. Quant à Auguste, vous connaissez son caractère. Quand il s'agit de remplir un devoir, il est toujours prêt et il le fait avec enthousiasme. Puis est arrivé le moment de la séparation, et c'est bien dur, je vous assure. Il vaut mieux ne pas se dire adieu. Je l'ai embrassé pour vous, ma chère maman, et pour toute la famille. Il était lui-même, bien ému, et est vite parti sans se retourner. Tout le monde part. Depuis ce matin, 6 heures, tous les quarts d'heure, ils passent des trains bourrés de réservistes. Ils sont parqués dans les fourgons et sont assis, les jambes pendantes, hors du train. C'est affreux, et cependant on constate avec émotion, avec quel calme, tous vont à la guerre. Il n'y a pas de fausses notes, et ils partent tous avec courage. Tous les gens se désolent et pleurent, c'est épouvantable. Je pense qu'à Joyeuse, ça doit être pareil. Madame Bouchet doit être bien ennuyée, et Madame Forestier. Les vivres ont commencé d'augmenter, ma chère maman. Si vous avez besoin d'argent, nous vous en enverrons. J'espère qu'une fois les premiers jours de mobilisation passés, le service de la poste ira un peu mieux et que nous pourrons correspondre. Je suis ennuyée de ne rien recevoir. Adieu, ma chère maman. Jamais je n'aurais cru voir pareille chose. Dès le 6 août, Auguste passe Vesoul à l'est et écrit « On fait partout des ovations aux soldats. C'est admirable et étonnant au dernier point. » Le 7 août, à la frontière, il ajoute « On entend gronder le canon. Où allons-nous? Personne ne le sait. » Il atteint les lignes ennemies et écrit le 15 août « Quelle horrible chose que la guerre. Hier, un bataillon du 38 a été canonné et a subi beaucoup de pertes. Il combat au village de Doncières. Je ne suis pas blessé, mais je suis harassé. C'est l'été sanglant de 1914. » Et nous avons également ce témoignage du 2 septembre. J'ai ramené l'autre jour aux avant-postes un blessé allemand de Colmar qui était resté 3 jours dans les tranchées allemandes à côté de cadavres en pleine décomposition. Il était exténué et les 3 blessures qu'il avait empestaient. Il n'avait pas osé appeler, craignant qu'on lui fasse un mauvais sort. Il y a presque 1 mois que cela dure et il faut souhaiter que ça finisse au plus tôt. Croyez bien que je ne faillirai pas à mon devoir. La guerre est une chose terrible, je n'oublierai jamais les spectacles que j'ai eus sous les yeux et les fortes impressions que j'ai ressenties. Le 13 septembre, Auguste va quitter les Vosges et va arriver dans l'Oise, près de Compiègne. Il écrit aussitôt à sa mère cette lettre du 2 octobre dans une ferme au petit village de Mélicoque. Ma chère maman, je suis toujours en bonne santé et il y a en ce moment sur la ligne de feu un calme relatif. On se canonne et on se regarde d'une tranchée à l'autre, comme des chiens de faïence sans oser avancer.
Je suis toujours au téléphone qui rend de grands services. Mais on parle de plus en plus de me donner le commandement d'une compagnie. Cela ne me sourit guère, car j'aurai un travail beaucoup plus pénible, une grande responsabilité, et je serai en outre beaucoup plus exposé. Mais c'est la guerre et il faut marcher. Le malheur est qu'on apprend chaque jour la mort de nombreux amis. C'est terrible. Et je me demande tous les jours si nous n'y laisserons pas tous, tant que nous sommes notre peau. Car je crois que la guerre va durer et que nous allons y passer l'hiver. À la grâce de Dieu, qui seul connaît notre destinée et peut nous sortir de là. Adieu, ma chère maman. Merci beaucoup de vos prières et de l'affection que vous me témoignez dans vos lettres. Moi aussi, je pense bien à vous et ne vous oublie pas. Je vous embrasse de tout mon cœur. Votre fils dévoué, Auguste. Voilà. J'ai peut-être oublié de vous dire qu'Auguste était officier de réserve et qu'il était lieutenant. Donc il se situe vers Ribécourt, près des lignes ennemies, et les Allemands occupent à côté la ville de Noyon. Il écrit cette autre lettre du 24 octobre. Ma chère maman, j'ai reçu ce matin une carte de vous datée du 15 octobre 14. Je reçois bien toute votre correspondance. Le commandant du régiment m'a maintenu au service téléphonique. J'ai préféré rester là que d'être nommé capitaine et commander une compagnie. Depuis quelques jours, nous avons placé plus de 25 kilomètres de ligne. Tous les échelons du commandement sont reliés par le téléphone. J'ai même 2 postes à l'extrême pointe, dans les tranchées, d'où l'on peut voir à 600 mètres les casques à pointe se soulever de temps en temps de leur formidable retranchement. Nous donnons très souvent des renseignements précieux à notre artillerie qui se trouve en arrière de nous, et nous parons ainsi à toutes les attaques. Je ne suis plus à Mélicoque, dans la jolie ferme où j'ai couché pendant 1 mois. Je suis à Bettencourt, dans le château du marquis de Gabriac. J'ai même l'unique honneur de coucher dans le lit du marquis. Mes camarades occupent celui de la marquise et ceux de 2 gentilles demoiselles dont nous avons les portraits sur les cheminées. Ce château est de toute beauté. Mais hélas, la guerre est passée par là. Lorsque nous l'avons pris, il y avait à l'intérieur une ambulance allemande, 150 blessés allemands et des morts dans toutes les chambres. Le parc était lui aussi rempli de morts et on en a enterré de jolies douzaines. On ne m'oublie pas et la correspondance fait plaisir en temps de guerre. Malheureusement, on n'a pas le temps de répondre comme on voudrait. Votre fils dévoué, Auguste Ruel. Post-scriptum. J'ai reçu votre scapulaire que je porte. Merci encore. On voit qu'Auguste a repris espoir, qu'il a confiance dans ses installations téléphoniques. En novembre, il va faire également des aménagements dans un château proche, le château d'Anel. Sa propriétaire est une riche américaine, Madame Dippy, qui l'a transformé en hôpital. Et Auguste relie le château au poste de commandement du 38. On peut ainsi annoncer l'arrivée des blessés à Anel avant leur évacuation. Il rassure alors sa mère, lui dit qu'il court moins de risques ici, dans les tranchées, que pendant sa campagne des Vosges. Maurice, de son côté, attend à Paris avec impatience son ordre de mobilisation. Il écrit le 5 août à sa mère. « J'ai vu souffler sur Paris un vent d'enthousiasme patriotique impossible à décrire. J'ai vu également des établissements allemands saccagés et pillés. Toutes les maisons se ferment à 8 heures du soir, l'approvisionnement est pénible et l'on ne peut pas manger ce que l'on voudrait. » Il poursuit également le 4 septembre. Je suis seul, désœuvré et triste. J'ai constamment dans la tête cette guerre et tous les jours on ne voit passer que soldats, canons, voitures, etc. J'en arrive à désirer de tout mon cœur être appelé afin de pouvoir moi aussi être utile à quelque chose. J'ai honte de rester ainsi inactif. J'ai honte de voir partir des gens plus âgés que moi, pères de nombreux enfants, alors que, bien portant et valide, je ne fais rien. Étant mobilisable et devant me conformer à un ordre, je ne puis m'engager. Sans cela, je l'aurais fait immédiatement. Ma chère maman, il faut avoir bon espoir. On ne croit pas ici que les Allemands puissent venir jusqu'à Paris. Néanmoins, on prend certaines précautions en vue d'un siège possible. Donc vous voyez que Maurice vit l'enthousiasme patriotique des Parisiens, comme dans la plupart des grandes villes, bien alimenté par les journaux. Mais on est quand même loin de la résignation qui est vécue dans les campagnes. Il quitte Paris, il rejoint son régiment,
Le 15 octobre, il est au fort de tête de Briançon, situé après Grenoble, près de la frontière italienne. Voilà. Donc il est au 11e régiment d'artillerie à pied. Sur cette photo, il est habillé donc en artilleur et précise « J'ai certainement une autre allure ». Maurice retrouve des mobilisés de Joyeuse au fort de tête de Briançon. Il parle des fils Dupuis et Pérussel des Vances, Joseph Bouchet, Radal, Sapet, Brun et Louis Lèbre. Il s'habitue à la rigueur du climat, on est à 2000 mètres d'altitude. Il participe aux manœuvres d'entraînement, descendre les pièces d'artillerie des forts, charger les canons sur les wagons. Il fait de grandes marches sur des routes semblables à des tranchées, creusées dans la neige par moins 20 degrés. Petit à petit, tous les forts de Briançon sont désarmés. Son départ s'approche. Grâce aux lettres, un réseau de nouvelles va s'installer à Joyeuse entre leur mère, les frères, ses fils et les familles amies. Comment se passe la fin de l'année 1914 et l'entrée dans l'hiver ? Élodie donc est à Joyeuse avec sa fille Germaine. Elle vit de peu grâce à l'argent qu'elle reçoit d'Auguste du Front ou de Madeleine de Saint-Chamond. Il n'y a plus de médecins puisqu'ils ont été mobilisés. Il est sûr qu'ici, écrit-elle, tout le monde attend avec anxiété la distribution des lettres, que certains soldats n'ont peut-être hélas rien écrit, que le maire a cherché à obtenir des renseignements sur eux par différentes filières. Les épouses, les mères sont dans la désolation. La classe de 1914, ceux qui ont 20 ans en 14, est partie fin août. Ce sont encore des journées de larmes. En novembre, les soldats se font à l'idée que la guerre va durer, mais jusqu'à Pâques, tout au plus. Aucune permission ne sera accordée. Je reviens à Auguste, qui est donc sur le front de l'Oise, et il va raconter à sa mère sa veillée de Noël dans cette lettre au château de Bettencourt. Le 25 décembre 1914. Je suis allé, ma chère maman, à la messe de minuit à Tourotte, à 3 kilomètres en arrière de Bettencourt. L'église était pleine de soldats et d'officiers de toutes armes. Pendant qu'un soldat confessait ceux qui voulaient faire leur dévotion, un autre soldat disait la messe. On a chanté tous les cantiques populaires. Il y a eu des communions en masse. Et je n'oublierai jamais ce spectacle si impressionnant. La guerre ramène à la religion les plus farouches. On constate surtout un regain de ferveur. J'ai passé toute ma journée de Noël dans ma chambre, un peu tristement. J'ai pensé à vous tous et aux réunions que nous aurions pu réaliser cette année si la guerre n'avait pas eu lieu. Aux souliers de mon cher petit loulou, dans lesquels je n'ai rien pu mettre. À ma chère Jeanne, souvent désorientée par de tristes nouvelles qu'elle apprend. Puis je réagis et m'occupe, car si on reste sans rien faire, on broie vite du noir. Nous avons été sur le point de partir avant-hier. La 25e division dont nous faisons partie devait être remplacée par la 26e. Nous avons fait nos paquets. Les officiers du 139e sont venus reconnaître les emplacements occupés par le 38e. Puis brusquement, il y a eu un contre-ordre. Et nous restons ces jours-là. On s'est battu aujourd'hui, toute la journée, à notre droite. Il y a eu depuis 3 heures du matin une canonnade terrible. Pauvres blessés et pauvres mourants dans les tranchées, pendant cette nuit glacée de Noël. Enfin, je pense que pendant 1915, la victoire nous sourira, et que si le bon Dieu écoute les prières de tous ceux qui me sont chers, je serai conservé à l'affection de ma femme et de mon fils, de la vôtre, ma chère maman, que je n'oublie, et de celle de mes frères et de mes sœurs. Je vous souhaite, ma chère maman, une bonne année, une bonne santé, et aussi le bonheur de revoir tous vos enfants bien portants après la fin de cette terrible guerre. Édouard, quant à lui, prolonge encore son séjour à Pont-Saint-Esprit. Maurice, le 31 décembre, parvient à embrasser sa mère à Montélimar, qui se trouve auprès de sa sœur. À la fin de l'année 1914, l'armée française a perdu 300 000 morts. Joyeuse pleure ses hommes, morts à la guerre. La mairie a annoncé déjà 6 hommes, mais il y a tous ceux dont on n'a pas de nouvelles. En décembre 1914,
J'ai pensé que le maître d'école avait affiché les noms des disparus dans la classe de ses élèves. Et dès début 1915, on fera appel aux enfants pour être marraine de guerre. Ainsi, Maurice demandera à sa petite nièce Vivette, qui n'a que 8 ans et demi, d'être marraine de guerre d'un soldat qui ne sait ni lire ni écrire et qui ne reçoit pas de courrier. L'année 1915 commence. À Joyeuse, en janvier-février, tout est augmenté, la viande surtout, et Élodie ne peut acheter ce qu'elle veut. Elle s'attend maintenant à voir ses 2 autres fils dirigés vers le front et écrit « La guerre n'a pas l'air de vouloir finir, jamais les journaux ne nous donnent l'espoir de voir finir cet horrible fléau. » Fin janvier, on a appris la mort à la mairie de Laurent Crotte. C'est le 7e soldat de Joyeuse, tué à l'ennemi. Il est mort en août 1914 en Lorraine et la nouvelle parvient au mois de janvier 1915. Élodie et Germaine contribuent à leur façon au soutien des soldats. Élodie tricote des chaussettes, Germaine fabrique des semelles de papier pour les soldats, 45 paires en 2 jours. Elle participe également à une loterie au profit des combattants organisée par Madame Ray, qui habite à la Filature. Un des habitants de Joyeuse dit à tout le monde que la guerre durera 3 ou 4 ans et qu'il y aura la peste, le choléra, la famine. Germaine dit « ce n'est pas réconfortant ». Aussi se fait-il détester par tous, d'autant que chaque dimanche, il rajoute quelque chose de nouveau. Mais finalement, l'avenir lui donnera tout de même raison, car en plus de la guerre, sévira à Joyeuse la fièvre typhoïde et bien sûr la grippe espagnole. Où en sont les 3 fils Ruel en janvier-février 1915 ? Revenons à Auguste, qui est toujours au château de Béthencourt, satisfait de son sort. Il s'occupe de la popote, de son état-major, c'est-à-dire de l'approvisionnement des repas. Et mi-janvier, le château est alors bombardé par un obus de gros calibre. Le désordre est dans la cour, les chevaux sont affolés, renversent tout avec leur attelage. Et par miracle, il n'y a eu qu'un homme blessé et qu'un cheval blessé. Aussitôt, le central téléphonique du colonel, qui reçoit 5 lignes, est transporté dans la grande cave du château. Édouard, lui, est toujours caporal Fourier à Pont-Saint-Esprit. Son épouse, maintenant, attend un enfant pour le mois de juin. Aussi espère-t-il voir son départ retardé. Il écrit cette lettre du 19 février à sa mère qui est à Joyeuse. Ma chère maman, rien de nouveau depuis ma dernière lettre. Je suis toujours au bureau de comptabilité, mais ma présence, vous le savez, n'est plus guère qu'une question de jours. Rassurez-vous cependant, car si je dois rentrer dans ma compagnie qui est à Bourg-Saint-Andéol, je ne serai pas malheureux. De plus, mon grade de caporal Fourier peut contribuer à me maintenir encore quelque temps au dépôt. Ne faites part à personne de cette simple réflexion. On demande en effet assez peu de caporaux Fourier dans les détachements de renfort. Il y en a au moins 3 ou 4 plus jeunes que moi qui seraient donc désignés avant moi. Et puis, voyez-vous, ma chère maman, tant pis. Il faut de bon gré se résigner, la guerre sera très longue, et je ne puis donc conserver l'espoir de passer tout le temps ici. Votre fils dévoué, Édouard. Maurice, lui, donc, va quitter le fort de Briançon pour le fort de Fézin à Lyon. Là, il couche sur la paille, il attrape la grippe, un abcès dentaire. Son temps est occupé par les exercices militaires, les marches et les gardes de nuit. Il part au front le 26 février. Et il arrive près de Reims, le jour de ses 25 ans, dans la Marne, à Suippes. Et c'est là qu'il installe sa batterie de nuit, à côté des ennemis. Il raconte à sa mère le 4 mars. Ma bien chère maman, je n'ai pas eu encore un seul moment de libre pour écrire, et je vais tâcher de vous raconter l'emploi de mon temps depuis mon arrivée sur le théâtre de la guerre. Après 2 nuits blanches, nous sommes arrivés à S, ainsi que la carte que vous avez dû recevoir vous l'a annoncé. Nous sommes allés bivouaquer à 4 km des tranchées ennemies dans un petit bois qui encore n'a jamais été atteint par les obus ennemis. Pour la première fois, j'ai couché sur la terre dure par une pluie battante sous la tente, et je ne me rappellerai longtemps de cette première nuit glaciale que nous avons passée, accroupis,
les uns contre les autres au son constant du canon. Dès le réveil, nous nous sommes mis à construire des gourbis, qui sont des trous de 10 mètres de long sur 2,50 mètres de large et 1,50 m de profondeur. Au-dessus, on a fait un toit avec des arbres et des branches, et on a recouvert de terre. C'est là que nous couchons toute ma pièce. Nous sommes 25, mais nous sommes en train de construire d'autres abris semblables afin d'être moins serrés et de pouvoir nous étendre. Le lendemain soir de mon arrivée, j'ai été commandé pour aller construire la batterie que nous installons. J'étais là, à 2 km de l'ennemi, et il est impossible d'y travailler le jour sans danger. Toute la nuit, on a pioché, et hier matin, en arrivant au bivouac, il a fallu construire la construction de nos abris. Nous devions être prêts à tirer ce matin, mais un contre-ordre est arrivé hier soir, pendant que l'on travaillait de jour aux batteries, afin d'aller plus vite, d'évacuer immédiatement et de rentrer au bivouac par groupe de 10 et espacé de 200 mètres. Je conduisais le premier départ et j'étais à peine éloigné de 100 mètres qu'un obus 77 est arrivé. Au sifflement que nous connaissons déjà, nous sommes couchés à plat ventre et l'obus est tombé en éclatant à 10 mètres de moi sans blesser personne. J'ai reçu simplement une motte de terre sur la tête. Pour rentrer, nous avons traversé un village que l'on bombardait et pas rares étaient les obus qui tombaient non loin de nous. Nous attendons des ordres nouveaux et peut-être quitterons-nous l'emplacement que nous occupons, reconnu comme étant trop dangereux. Le spectacle de la guerre est épouvantable. Partout des ruines, des champs dévastés, des cimetières de soldats, des voitures de blessés. Ne vous inquiétez pas à mon sujet, je supporte tout vaillamment. Écrivez-moi bientôt, je pense bien à vous tous. Je vous embrasse bien affectueusement, ainsi qu'Alphonse, Madeleine, Mimi, Vivette et Jeannot. Votre fils dévoué Maurice. Le village de Suippes a compté une 50aine de morts dans cette journée du 4 mars. Le 5 mars, sa batterie est alors évacuée en plusieurs convois aux environs de Perthes, juste à côté. Maurice la rejoint la nuit, à pied, 10 km de marche. Il perd son képi et il enfonce dans la boue jusqu'aux genoux. Aussitôt arrivé, lui et ses hommes ont ouvert un feu d'enfer. Ce sont ses premiers tirs sur l'ennemi. Les obus tombent sans discontinuer. Sa batterie est également voisine d'un poste de secours d'infanterie et il témoigne « C'est terrifiant de voir revenir les blessés. Il est impossible de se faire une idée de ce que c'est que la guerre. » Le froid persiste, aussi la soupe arrive froide à la batterie. Maurice a continuellement faim. Il s'est fait acheter par les hommes qui vont au ravitaillement du chocolat et du lait concentré. Ensemble, ils boivent un excellent chocolat chaud chaque soir. Il ne boit pas d'eau, qui est trop rare, mais son chocolat et du vin, chaque soldat touchant un quart par jour. Maurice écrit tous les jours à sa mère. Il répare aussi ses vêtements déjà usés, en loques. Il soigne comme il peut un ongle incarné que l'humidité et la boue ont rendu douloureux et pense à un doigt qu'il s'était coupé. Il gèle toujours la nuit. Le feu du gourbi est entretenu en permanence. Le 14 mars, Maurice va une première fois dans les tranchées. Même en tant qu'artilleur, il doit aller aux tranchées, vérifier ses tirs et repérer la position de certaines pièces allemandes. Il y va une première fois et une seconde fois, il raconte à sa mère ce qu'il a vu dans cette lettre du 18 mars. Bien chère maman, hier, il m'a été impossible d'écrire et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Avant hier soir à 9h, mon capitaine m'a téléphoné d'avoir à partir le lendemain matin à 6h, en première ligne, pour me procurer des renseignements sur les Minenwerfer, qui avaient été signalés et dont il fallait repérer l'emplacement. Je suis donc parti et j'ai dû, tout le long des tranchées, réparer mon fil téléphonique qui avait été coupé par les obus Boche. Je n'ai pu obtenir aucun renseignement sur les Minen, mais j'ai signalé au capitaine un emplacement en première ligne qui me paraissait favorable pour un observatoire et je lui demandais du fil pour l'établissement d'une ligne jusqu'à ce poste. Il m'a envoyé 2 monteurs téléphonistes et nous avons placé la ligne sous une rafale d'obus et de balles. Puis nous avons fait diriger notre tir
sur des sortes d'ouvrages que les Boches avaient construits la nuit précédente. Nous étions très bien placés pour observer, puisqu'il faisait très clair et que nous étions à environ 100 mètres du but. Après 3 coups tirés, notre tir était réglé, et lorsque nous entendions arriver notre énorme projectile avec des bruits de locomotive, nous nous précipitions pour regarder par le trou d'un créneau. Quelle explosion! On voyait voler des troncs d'arbres et des blocs informes qui, à mon avis, étaient des corps de Boche. Malgré le douloureux spectacle des tranchées dans lesquelles la plupart de ces hommes venaient pour la première fois, leur moral m'a paru excellent, et beaucoup jouaient à la manille sans prendre garde à la mitraille. Et lorsque je vous parle d'un douloureux spectacle, ça en est un vraiment. Et lorsqu'on se promène là-dedans, il ne faut pas être trop impressionnable. On voit des pieds de pauvres fantassins mal enterrés qui dépassent des genoux. Et sur le terrain libre qui s'étend entre les 2 tranchées ennemies, des cadavres d'hommes, de chevaux qui sont là depuis des jours et des jours. Puis on croise des blessés que l'on transporte au poste de secours. Souvent, ils sont dans un état épouvantable. Je n'aurais jamais cru pouvoir y supporter aussi vaillamment ces visions d'horreur. Et cependant, dans ces tranchées, on y vit, on y circule, on y mange, on y rit. Dans son secteur de Béthencourt, Auguste est nommé juge au Conseil de guerre. Il doit juger des soldats inculpés pour des fautes graves commises après ivresse. L'abandon de poste en présence de l'ennemi est puni de la peine de mort. Le code militaire est très dur, reconnaît Auguste, qui se dit être indulgent chaque fois en ne votant pas la mort. Il lit les journaux, s'intéresse de près aux événements des Dardanelles en Turquie. Il est fréquemment invité au château d'Anel, l'ambulance d'Hippie dont je vous parlais tout à l'heure, au dîner américain servi par un cuisinier anglais. Il a même fait un dimanche une partie de football avec les Anglais de l'hôpital. Il renouvellera d'autres matchs. Il y a aussi les musiciens du 86 qui donnent un concert. Et Madame d'Hippie fait venir des artistes de l'opéra comique pour distraire les blessés. Le 19 mars, Auguste est au repos, à quelques kilomètres en arrière, à Villers-sous-Coudun. Et il demande à sa femme, Jeanne, de venir le voir à Compiègne. Elle viendra et restera 5 jours discrètement à l'hôtel, car les épouses n'ont pas le droit de rendre visite aux soldats. Maurice, qui était à Suippes, déménage ses canons dans des conditions très difficiles, marche à pied 15 kilomètres, nuit sous une voiture, Gourbis envahi par les rats énormes. Enfin, il arrive en gare de Verdun avec ses canons. Et là, à Thierville, il va loger dans une immense caserne où il pourra enfin se laver. Il neige et pourtant on est le 31 mars. Il va faire ses Pâques, se donne le temps de dîner dans un petit restaurant et il est alors dirigé à Pinteville, près des Éparges. Il écrit à sa mère le 2 avril. J'ai donc quitté Verdun hier à 1h30 et vers minuit, je suis arrivé à Pé. C'est un village ou plutôt un amas de ruines. Il n'est pas une seule maison qui n'ait été éventrée ou démolie par les obus. Le clocher et les cloches sont par terre et l'église n'a plus de toit. Les statues de la Sainte Vierge et de Saint Joseph sont indemnes, mais beaucoup d'autres ont la tête coupée. Les ruines ont un aspect lamentable, partout des trous d'obus, et je n'étais pas encore passé dans un village pareillement détruit. À mon arrivée, après avoir rendu compte de ma mission au lieutenant, il m'a été permis de me reposer. J'ai eu à choisir pour loger entre une cave et une écurie à cochons. La cave était tentante car sous voûte, elle offrait une certaine sécurité contre les marmites. Mais combien il faisait humide. Aussi j'ai choisi l'écurie, où sans doute j'ai été dérangé par les rats et les poux, mais je n'y ai pas souffert du froid. Et puis il est rare que les Boches marmitent la nuit. On bombarde de toutes parts et la cuisine où se trouvait Maurice pour déjeuner explose. Le cuisinier est blessé par la soupe bouillante. L'écurie où il couchait a été démolie, son sac est sous les décombres.
Les abris sont fortifiés et le lendemain, sous la pluie, les Allemands bombardent violemment. Il faut descendre dans les trous des caves et attendre couvert de boue. Il écrit « Tout est d'une tristesse mortelle ». Maurice est également chargé d'une mission nocturne de reconnaissance aux tranchées de première ligne et il la relate en ces termes. « J'y ai récolté une belle suée, car pour se rendre et pour passer d'une tranchée à l'autre, il n'y a pas de boyau de communication. Et il fallait courir dans l'obscurité, en terrain découvert, à toute vitesse, sous les balles, et dès qu'une fusée lumineuse Boche montait dans le ciel, on se couchait vivement à plat ventre pour attendre que la clarté ait disparu. La clarté de ces fusées est telle que sur la plaine, on aurait vu courir un rat. Ma mission terminée, je suis arrivée au bivouac dans les bois pour me coucher vers les 11 heures. Le 7 avril, Maurice compte 4 morts et 8 blessés, et il enterre ses frères d'armes. Il écrit à sa mère « Nous avons enterré nos pauvres camarades, et n'ayant pas d'aumônier, c'est moi qui ai demandé à dire la prière que j'ai prononcée devant la fosse et la batterie assemblée. Ce sont des moments terribles, et je m'emploie de mon mieux pour animer le courage, parfois bien assez affaibli, de tous ceux qui m'entourent. Ce sont des tonnes de mitrailles qui sortent des canons, et le dimanche est un jour de guerre ordinaire. Maurice dit avoir échappé à la mort miraculeusement plusieurs fois. Les 150 hommes qui constituaient sa batterie sont maintenant au nombre de 115. C'est la bataille des Éparges, où se trouvait également Maurice Genevoix, qui a écrit ses souvenirs dans Ceux de 14, dont vous avez certainement dû voir le film. Maurice écrit « Le moral est solide, et il a besoin de l'être. Je ne me serais pas vu capable des efforts constants de volonté dont il faut faire preuve. J'ai pris un grand ascendant sur les hommes de ma pièce, avec qui je m'entends parfaitement, et ils ont tous confiance en moi. Je m'efforce d'égayer tout le monde. Que de choses je pourrais vous raconter. Je le ferai, je l'espère, plus tard. Les artilleurs sont félicités. Les Français ont pris l'avantage sur le secteur. À chaque instant, les officiers de toutes armes nous félicitent et nous photographient. Et il écrira à sa mère « Lisez sur les journaux des 16, 17 et 18 la prise des Éparges à laquelle nous avons coopéré. » Mais sa position à Paintville n'est plus tenable. Son équipe s'installe dans les bois, 2 kilomètres plus loin, et il raconte à sa mère dans cette lettre du 16 avril. Je suis tout heureux de vivre enfin un peu de soleil et de jouir d'une tranquillité toute relative, puisque les obus Boche tombent à 100 mètres de nous. Mais que j'apprécie étant donné que depuis le 1er avril, je les ai vus tomber beaucoup plus près de moi. Me voilà redevenu homme des bois. Mon gourbi est très bien construit et l'entrée est surmontée de la tête de Saint-Denis, prise à l'église bombardée, une pancarte où s'étale, en belles lettres, Villa Saint-Denis. À l'intérieur, un superbe poêle où nous pourrons faire du feu chaque soir dès la tombée de la nuit, afin que les Boches ne nous repèrent pas par notre fumée. Je ne sais pas encore si demain je serai de service. Ma nomination de sous-off est parue hier. Je n'ai pas reçu autre chose de vous que cette lettre du 12 dont je vous parlais bien. Je voudrais bien faire aujourd'hui un petit paquet de chaussettes pour vous envoyer, mais je n'ai ni papier, ni ficelle pour le faire, et je ne sais comment m'y prendre. J'ai toujours une forte diarrhée qui me fatigue un peu. Tous les hommes de ma pièce sont comme moi. Je suis le moins malade. 3 ont été évacués d'ici, déjà. Nous ne pouvons nous rendre au village que la nuit, car le terrain est découvert, et sitôt que les Boches aperçoivent quelqu'un, ils envoient des obus fusants. Aussi, pour se rendre à la batterie, il faudra se lever à 3 heures du matin. Donc, sur la photo de la diapositive, vous voyez Maurice avec les hommes de sa pièce. Il est au deuxième rang, il épaule un canonnier qui est assis, et il dit que cette photo a été prise au moment où les marmites tombaient à 100 mètres d'eux. Maurice est nommé maréchal des logis, comme vous l'avez entendu, à ce moment-là, et il attendait cet avancement depuis très longtemps, ce qui lui permettra de toucher 17 francs 20 tous les 10 jours. Auguste, au château de Bettencourt, a eu une très mauvaise grippe, et il fait part de ses occupations dans cette lettre du 26 avril. J'ai écrit à Maurice aussitôt après avoir reçu votre dernière lettre. Il m'a d'ailleurs envoyé une carte qui m'annonçait qu'il avait été nommé maréchal des logis. Cela l'aidera bien. D'abord parce que cela lui évitera de nombreuses corvées,
et parce qu'il touchera par jour 1,50 franc environ. Ici, je suis toujours très libre. Nous avons monté un cinématographe et nous donnons des représentations aux soldats qui sont au repos. Je suis allé à Compiègne avant-hier. Je vais au conseil de guerre après-demain. Je mange chaque fois à la table du général de division. En ce moment, je fais mettre à toutes les fenêtres des moustiquaires pour l'été. Ce matin, mes sapeurs devaient aller exhumer un pauvre artilleur pour le mettre dans un cercueil de zinc. Je dois faire aussi aux blessés une représentation de cinéma. Vous voyez que ces occupations sont variées, ma chère maman. Aussi, je suis de la maison, on m'invite à goûter, à dîner, etc. Votre fils dévoué, Auguste Ruel. Post-scriptum. 6 juin, une photographie prise après une partie de football à Annelles avec les Anglais. Donc, on voit Auguste assis, tenant le ballon de foot au centre. Et les Anglais prennent la pause fièrement. Maurice va quitter Pinteville pour aller dans les Vosges. Donc, il reste très peu de temps à l'Ermitage Saint-Denis. Les canons sont démontés, chargés sur les wagons en gare de Verdun. Les hommes traversent Bar-le-Duc, Épinal, et ils arrivent à Gérardmer, dans le massif des Vosges. Il y a un tramway à vapeur à Gérardmer qui permet de monter les canons au col de la Schlourte, c'est-à-dire au Haut-Nec, le 3e sommet des Vosges, à 1360 mètres d'altitude. Et Maurice s'installe là, au lieu-dit du Collet. Il y a plus d'1 mètre de neige. Les manœuvres sont difficiles pour abriter les pièces. Ce sont de fantastiques travaux de terrassement que les hommes effectuent. Il faut parfois 75 canonniers. La position de son observatoire lui paraît très favorable. Déjà, les Allemands envoient des obus, des hommes sont blessés, mais les tirs de Maurice sont réussis. Il semble être cependant gagné par l'ennui. S'il fait beau, il se promène dans les bois, près du lac de Gérardmer. Ces hommes se distraient en fabriquant des bagues avec l'aluminium des fusées allemandes. Sur cette diapositive, Maurice écrit donc j'ai maigri un peu, j'ai toute ma barbe, je suis un vrai poilu. Il est à côté de son canon. Je pense que c'est un 220 qui donc tire des canons de 220 mm de diamètre, soit plus de 100 kg. Dans sa baraque, il dort sur une peau de mouton posée sur la paille. Une messe sera célébrée pour la première fois en plein air, au Collet, le 16 mai. Maurice écoute le sermon de l'aumônier militaire et chante les cantiques. De nouvelles recrues de canonniers remplacent les morts et les blessés. Maurice en accueille 13 dans sa pièce qui se compose maintenant de 45 hommes. Il les installe, les instruit, les intercale avec des anciens canonniers dans les différents pelotons de sa pièce. Donc sur cette photo, tous les képis blancs sont les canonniers arrivés récemment du dépôt. Maurice tient le panneau 11e régiment d'artillerie à pied, 5e batterie et bis, 6e pièce, mortier de 220, c'est-à-dire canon de 220. À sa droite, il y a son maître pointeur et à sa gauche, son brigadier. Les soldats apprennent avec joie l'intervention de l'Italie comme alliée. Maurice reçoit enfin le colis de sa sœur, des caleçons, des chaussettes de laine et des comprimés de chocolat. Il avait donné sa dernière paire de chaussettes à un soldat qui avait les jambes malades et enflées. Il envoie également à sa mère une photographie de Blanche, sa fiancée de juillet 1914. Il ne lui en avait plus reparlé depuis la déclaration de guerre. Élodie se doutait peut-être que Maurice et Blanche s'écrivaient régulièrement. Ces cartes militaires sont très belles. Édouard, quant à lui, est versé dans le 9e bataillon de marche avec l'autorisation d'emporter sa moto. Dans sa compagnie, il y a Lavalette, le juge de paix de Joyeuse, Méranet le jeune de la Blachère, Brousse et le petit Cochet. Il quitte Pont-Saint-Esprit et part en Meurthe-et-Moselle le 11 mai à Ménil-la-Tour, au nord de Toul. Là, il croise Louis Vernède et son frère Jean, tous les deux de Joyeuse. Jean Vernède sera tué à Fliret, à quelques kilomètres de là, 3 jours plus tard.
Ce village a été anéanti par les Allemands positionnés au bois de Mormar. Fliret est souvent évoqué dans les communiqués officiels. Édouard a la fonction de fourrier, c'est-à-dire qu'il s'occupe du ravitaillement et des cuisines. Il suit également l'instruction militaire de ce secteur où on se bat à coups de grenade. Il s'habitue à l'inconfort, à dormir à la dure. Il n'avait pas vraiment l'habitude avant la guerre. Grâce à sa moto, Édouard peut faire quelques courses à Nancy. Déjà attristé par la mort de Jean Vernède, il apprend également le décès de 2 autres amis, et c'est dans cet état moral qu'il va aller aux tranchées le 21 juin. Et à son retour, une bonne lettre l'attend. Il y répond aussitôt à sa mère le 30 juin. Je suis très heureux d'être papa d'une grosse fille, et j'avoue que réflexion bien faite, j'aime mieux avoir pour aîné une fille qu'un garçon. L'exemple venant toujours de l'aîné et une fille étant toujours plus facile et plus obéissante. Bien entendu, vous allez, ma chère maman, me donner de nombreux renseignements et me direz aussi si vous croyez Mad capable de faire une bonne nourrice. Vous avez pu juger qu'elle était très vigoureuse et très musclée, et je compte bien que sa bonne santé n'aura pas à en souffrir en quoi que ce soit de son accouchement. Comme vous me le conseillez, je mets ma confiance en Dieu pour nourrir l'espoir de revenir de cette guerre. Ah, ces 3 jours passés aux tranchées, que de misère on y voit. J'y ai assumément pâti dur, mais j'ai la chance de vite oublier mes souffrances. Samedi soir, nous y remontons, mais je serai chargé durant ces 3 jours du ravitaillement et des cuisines. Ainsi, je me tiendrai à 2 ou 3 kilomètres en arrière de nos lignes, qui ne sont encore que des secondes lignes où l'on ne redoute que les obus. Malheureusement dans un village qui est violemment bombardé chaque jour, mais rassurez-vous, Dieu me protégera et nos morts veilleront aussi sur moi jusqu'à l'issue de la lutte. Votre fils qui vous aime, Édouard. Nous avançons donc ainsi dans l'été 1915. Maurice est sur le front des Vosges. Il se trouvait donc au Collet, au Honeck, et il reçoit l'ordre de partir avec 30 canonniers dans un petit village plus au sud, 20 km de marche. Il est désigné chef de section pour commander les 2 pièces. Donc les artilleurs marchent une journée entière sous une chaleur accablante et ils attendent la nuit pour franchir une zone découverte. Ils arrivent à Miklar. Maurice écrit cette lettre le 5 juin 1915. Je me suis logé dans une écurie où j'ai étouffé et n'ai pu dormir. J'étais dévoré par les mouches. Mais aujourd'hui, je me suis fait construire un plancher sous un toit de chaume d'une grange recouvert de mousse qui donne une extrême fraîcheur. Je rattraperai ce soir le sommeil perdu. En somme, les premiers moments dans cette résidence n'ont pas été merveilleux, mais d'ici quelques jours, une fois notre installation terminée, je crois que nous ne serons pas trop mal. Nous sommes à 1,5 km du village alsacien où l'on ne trouve à acheter absolument que du lait. Je compte en boire 2 litres par jour. Nos granges sont au milieu d'une riante et verte prairie, bordée d'un ruisseau peuplé de truites. Nos hommes sont fort habiles pour les pêcher. Dans le village, où je n'ai fait que passer hier soir en rasant les murs, car il est en vue des Boches qui tuent dès qu'ils voient des Français. Il y a pas mal de civils Boches qui ne comprennent pas un mot de français. Aussitôt, les gros travaux de terrassement se mettent en place. Lui et un autre sous-officier guident 5 chantiers à la fois sur lesquels travaillent 125 hommes. Il est très occupé. Il écrit ce jour-là à sa mère sur un affût de canon, en étant souvent interrompu. Ma bien chère maman, je n'ai ni besoin de chemise ni de caleçon pour l'instant. Ce qu'il me faut, ce sont des chaussettes de coton. Lorsqu'Auguste vous dit qu'il a tout ce qu'il veut en fait, de linge ou de vêtements, il ne faut pas oublier qu'il est officier, et par conséquent, il a plus de facilité que moi. Nous nous sommes trouvés dans des secteurs où nous étions parfaitement nourris, alors que dans d'autres, on ne mangeait que du singe et du riz. C'est le cas ici. Ce matin, il y avait soupe à l'oignon, dite démocratique, singe et chou-fleur cuits dans leur jus. Aussi, avec la chaleur, ce muneux, plutôt maigre, ne vous met pas en appétit. Il ne faut pas oublier que je mange avec les hommes à la gamelle et que les officiers sont bien mieux nourris.
ayant une cuisine spéciale et touchant les plus beaux morceaux. Actuellement à la guerre, les sorts des uns ne peuvent pas être comparés aux sorts des autres. Je suis en effet loin d'être comme Auguste, gros et gras, et j'ai maigri énormément. Je vais mieux, et il est évident que le lait que je bois me fait du bien et qu'il me guérira tout à fait. Donc la batterie de Maurice prépare une offensive soignée sur les positions allemandes. Tir de réglage préparatoire, branle-bas de combat la nuit. Commence alors la violente attaque du 15 juin, suivie de rudes journées, sans repos ni sommeil. Il tire sur le Braunkopf. Sur la photo, vous voyez 2 obus de son canon, 118 kg le plus long et 102 kg. Hier, j'ai tiré avec mes 2 pièces, écrit-il, 400 coups, soit 40 tonnes de ferraille. Le sous-lieutenant qui commande notre détachement a été tué à son poste d'observation. Maurice dort dans un fossé près de ses pièces, éveillé toutes les demi-heures par le téléphone. Il ne s'est pas déchaussé depuis 6 jours. Le village de Metzeral est détruit. Il écrit le 20 juin. Vous lirez sur les journaux nos succès devant Metzeral. Et là, j'ai retrouvé une page d'un journal, Le Miroir, où Maurice a écrit « Voici notre canon ». Et vous avez l'explosion d'un mortier de 220 au moment du tir. Les espions ont été arrêtés au village de Mitlar, les blessés allemands sont recueillis et les prisonniers passent devant Maurice. La victoire des troupes françaises sur le Braunkopf est décisive. Maurice assure à sa mère qu'il garde son entrain et sa gaieté. Quant à Édouard, après la bonne nouvelle de la naissance de sa fille, il retourne aux tranchées, dans la carrière de Fliret, et il écrit à sa mère le 8 juillet. Assurément, ça ne sent pas bon, pas bien bon en ce moment pour nous. Nous sommes rentrés des tranchées. Moi, d'un village un peu en arrière, comme vous le savez, hier matin à 4 heures, par un temps épouvantable. Nous comptions rester ici 9 jours, les 4 compagnies s'étant succédé à raison de 3 jours chacune. Hélas, hier soir, l'ordre est arrivé de repartir demain soir. 3 jours de tranchées, 3 jours de repos, désormais. Je compte que mon lieutenant me laissera toujours au ravitaillement, où je courrai assurément moins de danger, tant il en travaillant beaucoup plus. Songez que je ne puis dormir que fort peu, dans la journée seulement. Lundi soir à 8 heures, en allant aux tranchées, j'ai trouvé, en fouillant parmi les tombes d'un des nombreux cimetières du secteur, où plus de 10 000 hommes sont tombés, la tombe de Jean Vernède. Une croix avec une inscription l'indique. Vous pourrez le dire aux Vernède, étant à Joyeuse, et ajouter que je n'ai pas manqué de faire une petite prière sur la tombe de ce malheureux. Depuis longtemps, je n'ai rien de Maurice. Je lui ai écrit plusieurs cartes à l'adresse de l'ancien. Il est moins admissible que pour moi-même qu'il n'écrive pas, car les attilleurs, quoi qu'ils en disent, et quelle que soit sa besogne, ont du temps pour eux. Adieu, ma chère maman, à bientôt de vos nouvelles. Il y a une autre lettre, celle du 17 juillet, où Édouard raconte encore sa vie aux tranchées. Je vous écris, comme précédemment, au ravitaillement de ma compagnie dans un petit village situé à proximité des tranchées. On comptait y trouver une certaine tranquillité, mais depuis hier, on n'y sent plus très à l'aise car les Allemands l'ont bombardé en lui envoyant quelques marmites de gros calibre. Pour la première fois, il n'y a pas eu de dégâts d'hommes, tout le monde étant, dès la sonnerie du clairon, rentré dans les abris. Espérons que nous n'aurons plus de ces surprises désagréables. Mes voyages aux tranchées à 3 heures du matin et à 8 heures du soir se font sans trop d'alerte. Les obus sifflent, souvent sans doute en passant au-dessus de nos têtes ou tombant en avant de nous. Et on est quitte pour une légère frayeur. Car le sifflement plus que l'éclat a le don d'émouvoir tout le monde, même les plus courageux et les plus armés de sang-froid. Je m'étonne qu'Auguste ne vous écrive pas plus souvent. Il a cependant l'habitude de ne pas négliger sa correspondance. Il est comme moi, comme tout fils qui a pris femme, soumis à la loi commune. Le foyer qu'il a créé l'occupe plus que tout. Votre fils qui vous aime, Édouard. J'ai trouvé également dans une autre lettre une anecdote qui
qui est la suivante. L'offensive française est vite éventée par les Allemands qui ne se privent pas de narguer les Français en utilisant une pancarte sur laquelle est écrite « Vous vous préparez, nous vous attendons ». Auguste va avoir une première permission le 3 juin 1915, signe pour lui que la guerre continuera au prochain hiver. Il va partir 4 jours à Saint-Étienne où il retrouvera sa femme, son fils et sa mère Élodie. Il écrit à son retour « J'ai été bien heureux de vous revoir tous, cela n'a pas affaibli mon moral ». Il prend également conscience de l'état moral des familles, qui n'est pas merveilleux, et il dit écrire le plus souvent possible à ses frères. On a choisi également de vous montrer des photos qu'Auguste a envoyées à Élodie et à sa sœur, car il circule dans les villages de son secteur et les photographies. Donc il y a Ribécourt, Sucy, Tourotte. Il a fait un album de guerre. Il y a également cette photo de l'atterrissage d'un avion allemand dans les lignes françaises et qui ont été récupérées par le journal Le Miroir. Aussi Auguste apparaît 2 fois dans ce journal. Donc les Allemands se sont trompés de ligne et se sont perdus et ont atterri du côté d'Auguste. Auguste quitte définitivement le château de Bettencourt. Il va s'installer à la mairie du village de Choisy-au-Bac, juste à côté, et il loge avec le colonel et un capitaine. Ce village est bombardé par les obus et par les avions. Aussi, il s'en va dormir dans les caves et il fait blinder le central téléphonique. Il écrit cette lettre à sa mère le 11 août. Je vais toujours bien et j'attends avec impatience qu'on se décide à faire quelque chose. Ces jours-ci, notre village a été bombardé. Il y a malheureusement eu des victimes parmi les civils. Une pauvre femme et sa fillette de 4 ans, qui étaient dans les champs, ont été mises en bouillie. Avant-hier, je suis allé à Choisy-au-Bac m'acheter un vêtement bleu ciel. On n'en fait pas cadeau. 92 francs, bien qu'il soit fait à l'avance. Mais c'est la guerre. J'ai toujours mes poules. Elles me font beaucoup d'œufs, 7 ou 8 par jour. Le canard sauvage est maintenant bien apprivoisé. On a établi la censure des lettres. Nous devons les envoyer non cachetées. Et il y a un service organisé pour les lire et les cacheter ensuite. Cela est pour éviter les nombreuses indiscrétions commises sans le vouloir par les soldats. Votre fils dévoué. Post-scriptum. Je ne sais si je vous ai dit que j'avais envoyé un billet de 5 francs à Maurice. Il ne m'a pas encore accusé réception. Auguste accorde une grande importance à ses poules. Il passera son temps à les déménager chaque fois qu'il s'installera dans un autre village. Il gardera cette habitude après la guerre. Ses petits-enfants en parleront encore du panier à poules. Auguste apprend la défaite des Russes en Pologne. Il en est navré. Il est également occupé à décoder des messages ennemis sur un poste d'écoute, et cela l'intéresse beaucoup. Vers minuit, chaque soir, il prend le communiqué officiel par le sans-fil de la Tour Eiffel. Tout le monde l'attend avec impatience. Il se perfectionne en même temps en alphabet morse. Sur cette photo, vous avez le fameux château d'Anel. Il a été rajouté à la main ambulance d'Ippy. Donc, ce château avait 2 salles d'hôpital. Et à ce moment-là, Maurice va aider Madame Anel à faire construire une grande baraque dans le parc pour y mettre une 50aine de lits, lavabos, cabinets et réfectoires. Aussi est-il toujours invité au dîner du château, où il se sent comme chez lui. C'est l'homme de confiance. Il mange les pêches du jardin et il boit du très bon sauterne. Maurice, donc après l'offensive du Braunkopf, le 15 juin, sera dirigé au nord à Saint-Dié, où il ne restera que quelques jours. Puis il reviendra au col de la Schlourte et placera ses pièces dans un bois au-dessus de Sulzerne. Les villageois ont été évacués et Sulzerne est occupé par les troupes. De son promontoire, il domine toute la vallée de Münster et il surplombe les positions allemandes. Et là va se préparer la fameuse bataille du Linge, ou de Liegenkopf, sous une pluie battante.
pendant des jours. Maurice garde sa capote mouillée sur le dos et se tient prêt à tirer. Il est seul pour commander 2 pièces et 70 hommes. Oui, tout moisi dans sa cagna, ses chaussures sont devenues vertes. Donc en plein mois d'août, il installe un poêle. Il n'aura connu de l'été que les 3 jours de chaleur de Mittelard. Les Allemands vont envoyer des obus de gros calibre, du 420. Maurice dit 900 kilos chacun, qui ne les atteint pas. Il démolit un observatoire allemand après une série de 12 coups. Et le 17 et 18 août, il participe à une attaque qui va rendre les Français maîtres du Lingelkopf. Le paysage est assez désolé. On va terminer l'année 1915 en parlant de la situation d'Édouard de septembre à décembre. Il écrit à sa mère une lettre le 27 décembre où il cantonne près de Fleuret. Voici notre 2e jour de tranchée écoulé. Il a fait aujourd'hui un bien triste temps, de la pluie nuit et jour, grâce à laquelle on patauge lamentablement. Le froid est très intense pendant la nuit, dans nos cagnats humides, fermés seulement par une toile de tente. Quant au bombardement, il a été plus intense hier qu'aujourd'hui. Les Boches ne sont du reste pas montés en canon dans ce secteur, comme nous le sommes maintenant. Ce matin, j'ai assisté au tir d'une pièce en tout point semblable à celle de Maurice, d'un 220. C'est terrifiant, mais ce qui l'est bien plus encore, c'est l'éclatement de l'obus de 100 kilos, qui envoie les pierres des alentours à 60 ou 80 mètres de hauteur. Début octobre, un ordre inattendu permet à Édouard de ne plus retourner aux tranchées. Il doit attendre à son cantonnement, à Royaumex, que sa compagnie soit reconstituée. Et là, il est affecté au 168e régiment d'infanterie. Il a une première permission accordée puisqu'il a fait 6 mois de front et il va partir le 8 novembre à Lyon. Il va faire enfin la connaissance de sa fille de 4 mois et sa mère, Élodie, viendra le voir à cette occasion. À son retour, la division d'Édouard se déplace vers le sud-est par étapes, après Nancy, du côté de Lunéville. Il se situe à Saint-Pierremont, sur cette photo, le 25 décembre, dans un village à moitié en ruine, où il réveillonne avec Lavalette et Brousse de Joyeuse, avec lesquels il dit s'entendre très bien. Et sa femme lui a envoyé un poulet en conserve. Et le 27 décembre, il part près des tranchées, à la frontière, à côté de Lunéville. Il écrit... Pardon, excusez-moi. Je me suis trompée. Donc maintenant, je vais vous parler de la situation d'Auguste sur la fin de l'année, de septembre à décembre 1915. Donc Auguste raconte sa situation dans une lettre du 20 septembre. J'ai reçu votre lettre du 14 septembre, ma chère maman. Si je n'y ai pas répondu tout de suite, c'est qu'elle m'a trouvé en plein déménagement. Nous avons en effet quitté et choisi Aubac pour venir dans le secteur à côté. J'habite donc dans un château superbe, appartenant à une dame de Boutré. J'étais déjà venu dans ce château le 17 septembre 1914, jour de la mort de notre colonel. C'est là qu'on avait rapporté le fils Michalowski, mortellement blessé. J'ai une chambre épatante. Ce château est, je crois, à l'abri des obus. Il est entouré d'un parc magnifique avec étangs, vergers, etc. Si on y reste, je m'y plairai, naturellement, car on ne peut pas souhaiter meilleure habitation. J'ai eu des nouvelles de Jeanne et de Loulette par mon ami Pérussel qui est allé en permission. Il paraît que Loulou lui faisait des discours en lui parlant de son papa. Quel dommage que je ne puisse pas profiter de mon petit et assister chaque jour à ses progrès. Nous avons eu ces jours-ci un aumônier militaire de la Sarthe qui nous a fort amusés. Il fumait de gros cigares, aimait le bon vin et jouait au bridge. Un jour, il ne savait quelle carte mettre sur le tapis. Il a murmuré un « c'est emmerdant » qui nous a bien fait rire. Nous étions, lui et moi, les meilleurs amis du monde. Malheureusement, donc Auguste ne restera pas longtemps au château de Saint-Amand et quittera le secteur de Compiègne le 2 novembre. Il est déplacé au nord-ouest, dans la Somme,
vers Montdidier, près de Grivillé. Et là, le front est attaqué de façon intense. Il va reconnaître son secteur de combat. Les Allemands occupent Beuvraine. On en parle dans les communiqués officiels. Il va aux tranchées de son secteur, une immense plaine sans arbres où les villages sont détruits. Et il écrit « Ce n'est plus la vie de château. Il loge dans une cave. » Cependant, Auguste aura une permission mi-décembre où il reverra sa mère à Saint-Étienne. À son retour, il apprend aussitôt qu'il est muté dans le génie. Et il écrit à sa mère le 28 décembre. Ma chère maman, je suis revenu ce matin de cette mine où j'étais depuis 30 heures. Quel travail! Il faut, pour accéder à cette mine, traverser une zone battue par les torpilles, où il y a tellement de boue qu'on a été obligé l'autre jour de sortir des hommes avec des cordes. L'entrée est à 25 mètres des tranchées Boche, et nos travaux vont sous leur ligne. Ils travaillent à côté, à 4-5 mètres parfois. Enfin, c'est un métier qui n'a rien de gai et qui est en somme dangereux. Aussi, depuis que j'ai quitté mon régiment, c'est-à-dire depuis le lendemain de mon retour de permission, je tiens, suivant l'expression en usage, un de ces cafards peu ordinaires. J'ai laissé mon poste si intéressant qui me donnait tant d'indépendance pour prendre celui-là. Je ne demandais rien et on m'a fait tout de même changer. Aussi, je n'ai plus guère grand courage. Cela passera peut-être, espérons-le, mais je suis pour le moment dégoûté, à tel point que je me demande si, comme beaucoup de nos collègues ingénieurs, je ne pourrais pas rentrer au contrôle des obus dans quelque grande usine. Ce serait bien à mon tour, et on n'avait qu'à me foutre la paix. Aussi, je demanderai à Alphonse si, discrètement, il ne pourrait pas savoir aux aciers comment un officier, ingénieur civil des mines, pourrait obtenir quelque place. S'il sait quelque chose, il sera bien aimable de m'écrire. Il me fera un grand plaisir. Adieu, ma chère maman. Bonne année encore, et 1000 baisers à tous. Je vous embrasse en particulier de tout mon cœur. Votre fils dévoué, Auguste Ruel. Donc dans cette lettre, Auguste, vous avez remarqué qu'il raconte son désenchantement total. La guerre des mines est un travail très pénible. Les hommes déblaient sous les lignes allemandes et ils placent des camouflets, c'est-à-dire des charges d'explosifs pour destiner à détruire la galerie ennemie. Auguste ne pourra pas être renvoyé aux aciéries de Saint-Chamond, qui est l'un des plus grands arsenaux de France. Et il participera donc courageusement à la guerre des mines à Grivillé jusqu'en mars 1916. Il recevra une citation. Quant à Maurice, je vais vous évoquer sa situation donc, sur septembre et décembre 1915. Il reçoit les colis de sa mère, très important pour lui, tricots, chaussettes, moletières, flanelles, fromage de chèvre, marron de joyeuse, et aussi cette photo familiale qui lui fait énormément plaisir. Il dit qu'il trouve ses neveux, Jeannot et Vivette, grandis depuis 8 mois. C'est une photo qui est prise à Joyeuse. Sur le porte-corps, vous voyez aussi Maurice avec tous les sous-officiers de sa batterie. Il espère être relevé par d'autres artilleurs et quitter les hauteurs de Sulzerne. On leur a promis le repos depuis longtemps et Maurice n'a toujours pas eu de permission. Les canonniers, certains, n'ont jamais quitté les bois depuis le 25 avril. Les soldats chassent les écureuils des bois pour les manger et le cuisinier les prépare en civet. Maurice les trouve excellents. Le 1er novembre est un jour bien triste pour Maurice. Il écrit « J'ai beaucoup pensé à mes compagnons d'armes qui sont tombés en défendant notre pays. Nous n'avons pu, hélas, fleurir les tertres sous lesquels ils reposent, car vous pensez bien que les fleurs ne viennent pas dans ce pays où l'on se bat depuis 15 mois. Nous avons orné les tombes de feuillage et de mousse, et en cela, nous n'avons pas eu grand mal, car les cimetières, petits mais nombreux, sont toujours pieusement entretenus. La neige est tombée toute la soirée du 10 novembre, et vous vous souvenez, au début, Daniel nous avait lu cette lettre du 11 novembre 1915. C'était ici, au-dessus de Münster. Il parlait de la tempête, il parlait du poêle, où il faisait brûler des sapins tombés sous les obus allemands. Maurice va enfin quitter ses bois le 14 novembre. Il va arriver en plusieurs étapes à Villers, un peu plus au sud. Il va loger chez de braves Alsaciens.
Il a pour travail de ravitailler sa batterie, située à 2 km de là. Il va chercher les vivres à la gare de Villers et il les fait remonter. Il va également à cheval dans les villages voisins pour faire des achats. Villers est bombardé au petit matin du 17 décembre pendant 2 heures. Et ses logeurs sont effrayés et Maurice se réfugie avec eux à la cave. D'autres bombardements suivront. Le 18 décembre, Maurice porte maintenant un casque. Le 24, il écrit à sa mère « Encore cette année, je vais passer cette fin de Noël loin de vous et j'en suis un peu attristée. Je me trouverai tout de même ce soir un peu en famille, car selon la vieille coutume alsacienne, on fait dans chaque maison un arbre de Noël. Et malgré le bombardement alternatif, on en a préparé un, de même que des sortes de gâteaux avec des fruits de toutes sortes. Un canonnier permissionnaire a rapporté une dinde qui est en train de cuire. Vous voyez que nous ne manquerons de rien. Hélas, la canonnade n'arrête pas et c'est souvent dans la journée qu'il faut s'abriter. C'est après Noël que Maurice va se mettre en désaccord avec son lieutenant. Il demande à être relevé de son poste. Son lieutenant veut lui imposer des hommes qu'il juge inaptes à faire le travail demandé. Il quitte Villers. Il rejoint aussitôt sa batterie sur les hauteurs enneigées, le 29 décembre. Très vite, il se réhabitue à voir tomber les obus. Et lorsqu'il monte à son observatoire, il lui faudra une dizaine de fois se coucher par terre sur le sentier à chaque sifflement. Il passera la nuit de la Saint-Sylvestre dans cet endroit isolé, à veiller, tandis que sa batterie tire sur les Allemands. Un brasero le réchauffe, il porte sa peau de bique, ses bottes de tranchée, se préservant ainsi de la bise, et attendra la relève du matin. Janvier 1916. Au premier jour de la nouvelle année, Édouard va monter aux tranchées, et comme à chaque départ, il écrit à sa mère. Le 3 janvier. Je suis un peu pressé par notre départ qui a lieu ce soir à la nuit, pour les avant-postes. Dans mon régiment, on ne fait pas comme dans bien d'autres, où l'on se contente d'emporter aux tranchées sa couverture et sa toile de tente. Mais on part avec tous ses bagages. Nous allons rester 10 jours pleins dans l'eau ou dans la boue, et plus que jamais exposés à tous ces sales engins de guerre. Obus, balles crapouillots, bombes, mines, gaz, etc. Il est impossible de se faire une idée exacte des côtés terribles de la guerre. Et si j'accepte avec courage cette destinée, c'est que je conserve une confiance en Dieu absolue. Donc, Édouard vivra l'enfer des tranchées jusqu'en mars 1916, puis il sera affecté en avril comme motocycliste au QG du 39e corps d'armée installé près de Nancy. Donc en janvier 1916, Élodie sait que ses 3 fils sont tous les 3 en même temps en très grand danger et elle ne pourra compter que sur leur bonne étoile. Que dit-on à Joyeuse à la fin de l'année 1915 ? À Joyeuse, Madame Forestier écrit à son amie Élodie. Que dit-on de la guerre à Saint-Chamond ? Ici, on ne parle que de cela, mais on rabâche. Peu à peu, tous les soldats de Joyeuse reviennent en permission. Beaucoup manquent d'enthousiasme lorsqu'il faut repartir. Comme souhait, on ne peut que formuler celui de la fin de cette guerre qui désole et désorganise tant de familles. Elle écrit encore, plus tard, « Monsieur Jalès est l'homme le plus occupé du pays. Il a acheté cheval, voiture, et il voit beaucoup de malades. Car Joyeuse est toujours sans docteur. Aussi, on n'a qu'à bien se tenir et ne pas être malade. » Il s'agit du pharmacien Gustave Jalès, qui sera maire en 1921 et qui inaugurera le monument aux morts en 1925. Pour finir, je vous propose de vous résumer brièvement la fin de la guerre des soldats ruelles. Édouard va garder sa fonction de motocycliste jusqu'en fin 1919. En 1918, il sera conducteur de camion. Et c'est en permission chez lui qu'il apprend l'armistice. Il est démobilisé en mars 1919. Auguste, lui, va arrêter la guerre des mines en mars 1916. Il est réaffecté au téléphone dans son ancien secteur de Compiègne, mais en 1917, il est envoyé à Verdun. Et c'est là qu'il est blessé le 1er août, côte 304, sous la canonnade par un éclat d'obus. Il perdra définitivement l'usage de sa main gauche. Après les hôpitaux, il retourne travailler aux mines de Saint-Étienne et sera décoré de la Légion d'honneur. Maurice, lui, va quitter l'Alsace et son observatoire en février 1916.
Il participera ensuite au violent combat de la Somme, où il retrouve le docteur Julien et aussi Monsieur Salette de Joyeuse. Début 1917, il est dans l'Oise, combat sous les gaz asphyxiants. Enfin, cantonné près de Paris, il se marie avec Blanche. En mars 1918, il retourne au front, près de Verdun. Et là, il attrape la grippe espagnole. C'est aux environs de Bar-le-Duc qu'il se trouve le 11 novembre 1918, quand la canonnade cesse à 11 heures. Mais il ne sera rendu à la vie civile qu'en juillet 1919. Les fils Ruel reviendront à Joyeuse en 1920 pour le mariage de leur sœur Germaine avec Gaston, un ancien combattant. Ce mariage, la photo a été prise devant l'hôtel de l'Europe, l'ancien hôtel Chamontin. Pendant l'année 1915, près de 20 soldats sont encore morts à Joyeuse. Leurs noms s'ajoutent sur le marbre du monument de Gaston d'Intra, qui sauve de l'oubli ces hommes si courageux. En suivant pas à pas le parcours de ces soldats, on réalise à quel point la guerre a été longue et cruelle. L'usure des nerfs, la fatigue, le froid, la présence de la mort, le manque d'hygiène, le désœuvrement sont là en permanence. Et on mesure à quel point les lettres ont été un précieux réconfort. Voilà, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette conférence lecture. Et je remercie aussi mon mari, Olivier Roche, qui a réalisé le montage du diaporama que vous avez vu.